Bonjour à tous. Et voici la trouvaille du jour. Un livre que je lis pour la deuxième fois. Foutez-vous la paix. Bienvenue dans mon décor. Toujours dans mes petites vadrouilles. Je vais vous faire un... J'ai eu beaucoup de mal à vous choisir un petit instant de lecture car dans ce livre, j'aime tout. Tout est parfaitement cuisiné. Alors, j'ai la tablette pour après et j'ai le livre. C'est tout simplement divin. Ça m'a parlé énormément. Donc j'espère que pour vous aussi, c'est un livre à lire plusieurs fois. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors on est toujours dans la cabane de Robinson. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. C'est super mignon. Ça rend pas trop comme ça, mais voilà. Juste derrière cette dune, vous avez l'océan. On entend un peu les vagues. Pour le moment, on n'entend pas les grillons. Alors, Fabrice Midal. Foutez-vous la paix. Rien que le titre déjà, ça en dit long. Philosophe et écrivain, Fabrice Midal est l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Il a publié de nombreux livres à succès. Alors moi je ne connaissais pas, je ne connais pas tout, mais quand j'aime, je partage. Dans la collection, il a écrit Comprendre l'art moderne, Pourquoi la poésie, Comment être bouddhiste, Frappe le ciel, enfin bref, il a écrit pas mal de bouquins. D'ailleurs, je vais prendre le livre qui suit celui-ci et on fera des instants de lecture. Fabrice Midal est l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Il est l'auteur de très nombreux livres, dont Pourquoi la poésie, Pocket 2010, Comprendre l'art moderne, Pocket 2010 aussi, tiens. Comment la philosophie peut nous sauver. Je vais peut-être poser ma liseuse. Pocket 2016, Foutez-vous la paix, chez Flammarion 2017, et Sauvez votre peau. Donc oui, le prochain, ça sera, vous m'avez perdu, Sauvez votre peau. Et Devenez narcissique 2018, qui construisent une œuvre singulière. Fondateur de l'école occidentale de méditation, Fabrice Midal dirige aussi des journées d'introduction à la méditation, qui sont autant de moments uniques, profonds et joyeux. Bon, ce livre et d'une philosophie et d'une gaieté. Je vais vous lire tout de suite l'extrait que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors, c'est des petits chapitres en plus qui se lisent super bien. Cessez d'être passif. Sachez attendre. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke, ou Ralk, je ne sais pas trop comment. Le soleil va descendre sur la dune, le peu de soleil que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super joli. Allez, c'est parti. Donc je vous lis 2 petits chapitres, des tout petits chapitres, c'est très sympa. Il faut relire quand même plusieurs fois parce que c'est une écriture soutenue. C'est très bien écrit, hein. Il a un doctorat en philosophie, de ce que j'ai compris. Alors, c'est pas marqué dans le livre, je ne sais plus où j'ai eu cette information. Je me renseigne toujours un petit peu avant quand même. Il a dû le mettre au début du livre, je ne sais plus. Dès les premières pages, vous êtes happés de toute façon. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Vous êtes installés?
Nous avons une vision très étrange de l'action. Donc ça, le chapitre, c'est cesser d'être passif, sachez attendre. Nous avons une vision très étrange de l'action. Pour nous, elle est ce qui produit un résultat immédiatement mesurable. Ranger son armoire, remplir un tableau Excel, se déplacer, déboucher une bouteille de vin, tuer des ennemis sur sa console de jeu. Faute de quoi, nous considérons qu'il ne se passe rien. Agir est, en quelque sorte, s'agiter. Être surbooké est, dans cette perspective, le summum de la réussite. Mais pourquoi ? À quelle fin ? Ce sont des questions que nous ne nous posons pas. Nous n'en avons évidemment pas le temps. L'agitation dont nous faisons preuve la plupart du temps m'évoque irrésistiblement le businessman que le petit prince rencontre sur sa 4e planète. Bon, il faut avoir lu Le Petit Prince. Il fait souvent référence dans ce livre. L'homme est absorbé dans ses colonnes de chiffres, des additions. « Je suis sérieux, moi, je suis sérieux !» répète-t-il au petit prince quand celui-ci essaie de lui parler. « Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser !» le rabroue-t-il quand le petit prince insiste. Le businessman additionne le nombre d'étoiles dans le ciel afin de les posséder et d'être riche. Et une fois qu'il les possède, il les compte et recompte et enferme à clé dans un tiroir ses papiers de compte. Il n'a jamais admiré une étoile, ni respiré une fleur, ni aimé personne. Il ne s'est jamais laissé distraire de ses comptes. Il répète « Je suis un homme sérieux ». Et ça le fait gonfler d'orgueil, dit le petit prince. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Selon notre compréhension du mot « agir », le businessman est en pleine action. Le petit prince est un glandeur. Le cadre qui court de réunions inutiles en rendez-vous phagocytants se targue d'être actif. Un artiste l'est aussi. À condition que ces toiles rapportent des devises sur le marché de l'art. Faute de quoi, de l'avis unanime, il sera dit qu'il ne fait rien de sa vie. Nous sommes, comme ce patient, très occupé à taper des mains sans arrêt et auquel le psychiatre demande « Pourquoi continues-tu à frapper des mains ?» Le patient répond « Pour chasser les éléphants. » « Mais il n'y a pas d'éléphant ici, lui dit le psychiatre. Et le malade de répondre, sans cesser de taper des mains « Tu vois, ça fonctionne !» Nous rions de cette histoire, sans comprendre que nous sommes tous ce patient qui tape dans ses mains, que nous enchaînons les activités absurdes, mécaniques, qui n'ont pas de sens, sauf celui de nous donner l'impression que nous agissons, alors qu'en réalité, nous sommes dans une désespérante passivité. Avec notre enfant, qui n'a pas d'excellents résultats scolaires, nous avons l'impression d'agir en le sermonnant. « Fais tes devoirs !» Avec notre conjoint, qui ne se débarrasse jamais la table, nous avons également l'impression d'être juste en lui répétant inlassablement la même injonction et en espérant que nous finirons par être entendus. « Aide-moi au lieu de ne rien faire !» Et je pourrais ainsi multiplier les exemples à l'infini. Celui de l'enseignant qui avance dans son programme sans rencontrer ses élèves,
sans prendre le temps de s'assurer qu'ils l'ont compris? Est-ce qu'en travaillant intensivement, il a vraiment fait quelque chose? Ces élèves diront du reste, non sans raison, comme nous nous sommes ennuyés cette année, celui de l'employé qui s'engloutit dans ses dossiers sans vision d'ensemble, sans prendre en considération la dimension humaine des personnes qui sont derrière les numéros. Tourner comme un hamster dans sa roue n'est pas agir. En réalité, notre conception de l'action est bien trop courte et il est difficile d'en émerger tant nous sommes prisonniers d'un dualisme stupide entre activité et passivité. Pour sortir de cet égarement, il nous faut faire un détour et examiner notre conception du temps. Le temps est-il vraiment ce que nous pouvons chronométrer? Est-il vraiment éprouvé quand on me demande combien de dossiers j'ai bouclés en une matinée, combien de tableaux de chiffres j'ai remplis en 1 heure? Le temps véritable n'est pas celui des horloges. On ne peut pas le mesurer. Il n'est pas celui des process formatés. Le temps n'est pas nominatif. Nous avons chacun notre temps propre, parfois si plein que nous l'oublions. Un petit garçon m'a un jour demandé « Pourquoi, quand je joue, le temps passe plus vite et quand je fais mes devoirs, il passe beaucoup plus lentement ?» Voilà une question profonde et sage. Le temps véritable est celui qu'il nous faut pour apprendre à marcher, à lire, à avancer, celui qu'il nous faut pour nous autoriser à être. Ce n'est pas le temps des moyennes, produites par les big data, des moyennes qui, en réalité, ne correspondent à rien. La moyenne n'est pas celle du plus grand nombre, c'est un calcul statistique qui ne correspond dans la réalité qu'à une toute petite minorité. Notre obsession de la moyenne nous empêche d'entrer en rapport avec le temps juste, c'est-à-dire le nôtre. Du coup, nous vivons dans l'impatience permanente, dans la terreur de cette injonction, de cette obsession de la moyenne qui m'intime de rédiger un article en 1 heure, d'apprendre une nouvelle langue en 3 mois, de tourner la page après une séparation au bout de 5 ou 6 semaines. À l'inverse, j'entends souvent dire que la méditation est une parenthèse passive dans la vie active, une pause au milieu de l'agitation, un moment de vide qui s'intercale entre 2 courses effrénées. Il est vrai que lorsque je médite, je suis assis, je ne parle pas, je ne bouge pas. À première vue, il ne se passe rien. Je suis juste attentif, exactement comme le médecin qui, assis sans bouger, écoute longuement son patient avant de procéder à un acte, un geste médical. On ne dit cependant pas de ce médecin qu'il est passif. Au contraire, on loue son écoute attentive qui lui permet d'établir un diagnostic complet. On le remercie d'avoir pris son temps. Par opposition à son collègue qui, pressé par l'urgence des rendez-vous, prescrit un traitement tout en écoutant à moitié ce que lui dit encore son patient. L'écoute du médecin est considérée comme une action parce que nous estimons qu'elle sert à quelque chose.
établir un diagnostic, procéder à un geste médical, etc., etc. Je suis sans doute très sensible, trop sensible même. Quand on me parle, même dans le cadre d'un rendez-vous de travail, de manière purement technique, j'ai l'impression que l'on s'adresse à moi, non pas comme à un humain, mais comme à un problème, un cas, un numéro, et je me sens mal. Un médecin que j'avais consulté un jour pour une hernie discale m'avait reçu assis derrière son bureau et m'avait mécaniquement posé des questions pour remplir une à une les cases de son dossier. C'était un interrogatoire, sans moment de silence, fait de questions précises et de réponses brèves, pour rentrer dans les cases. Quand il m'a ensuite ausculté, j'avais l'impression d'être, entre ses mains, une sorte de cadavre inanimé. L'incident aurait semblé insignifiant pour beaucoup. Moi, il me brûlait de l'intérieur. Or, quand je médite, j'agis exactement comme le médecin consciencieux mais humain. J'accomplis une action profonde, réelle. Je m'arrête, je reste en silence. Je me fous la paix pour pouvoir ainsi être plus ouvert à la réalité. J'accepte d'entendre, d'écouter la vie dans son effervescence. Je ne suis pas crispée jusqu'à ce que quelque chose survienne. Je ne suis pas cramponnée à quelque chose d'attendu. Je n'attends ni un bus, ni un mail. J'attends sans rien attendre. Je m'offre à l'attente de ce qui peut survenir et dont je ne sais pas à l'avance de quoi il s'agit. Cette attente n'est pas l'oubli indifférent du quotidien. Elle n'est pas l'omission des problèmes et des difficultés. Elle est juste l'attente dans laquelle je fais quelque chose pour changer. Si je regarde en arrière, je constate qu'en méditant, j'ai appris à prendre des risques. Je me suis construit. J'ai gagné en courage, en détermination. Je suis devenu un peu plus qui je suis. Pour toutes ces raisons, je crois que méditer, mais aussi s'arrêter, regarder une œuvre d'art, se promener dans la montagne, sont une façon d'être enfin actif, de faire quelque chose de décisif, qui nous transforme dans un monde qui est, lui, malgré son agitation frénétique, beaucoup trop passif et nous engage beaucoup trop à la passivité. Cessez d'être passif. Remettez-vous en rapport avec votre être, avec la vie. Engagez-vous. L'action véritable est celle qui permet à quelque chose d'être, à un sens d'éclore. Je comprends l'activité à la manière de Henri Boschot, le psychanalyste qui, dans son livre L'Enfant bleu, retrace 15 ans de parcours avec Orion, un jeune psychotique. Pendant ces 15 ans, le thérapeute a attendu qu'Orion sorte de sa carapace et fasse éclore les trésors qu'il avait enfouis et qu'il avait pressentis en lui. 15 ans de séances de thérapie, durant lesquelles il ne se passait sans doute rien, au sens commun du terme. « 15 ans pendant lesquels Orion s'ouvre peu à peu, de manière objectivement invisible, à la parole, à la création, à l'art dont il fera son métier, jusqu'à retrouver sa place
dans le monde réel. Cette capacité d'attente, qui n'est pas passive mais profondément active, repose sur la confiance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je reste attentif, ouvert, présent à ce qui se passe. Je m'autorise à ne pas savoir, à ne pas être impatient, mais je suis prêt à ce qui peut advenir. J'ai confiance en la vie. Je m'en remets à elle. C'est elle qui va m'aider si je la laisse œuvrer en moi. Une amie qui a perdu son mari me disait « Je n'arrive pas à faire mon deuil ». Sous-entendu, à répondre à l'horrible injonction qu'il y aurait un temps défini pour faire son deuil. Plus elle s'accroche à l'idée de cette obligation, plus elle cherche frénétiquement à franchir cette étape, moins elle y parvient. Elle voulait un conseil pour rater le processus, un exercice à effectuer, un livre à lire, une action à accomplir, pour se donner l'impression d'agir. Je l'ai sans doute surprise en lui répondant qu'elle devait s'autoriser à vivre ce deuil. Pourquoi se battre contre la réalité ? On est toujours sûr de perdre. Être actif, ce n'est pas s'agiter. Ce n'est pas courir vainement dans tous les sens pour donner et se donner l'impression d'être dans le faire, mais c'est construire en profondeur, sur le roc et non sur le sable. C'est comprendre, c'est trouver une solution nouvelle à une situation qui semble sans issue. Je suis souvent passif. Quand je m'agite, je suis réellement actif quand j'ose tout arrêter, attendre, faire confiance. Le médecin doit prendre le risque de rester un instant sans savoir ce qui se passe, nous aussi. C'est à cette condition que peut-être quelque chose de complètement autre, à quoi je n'avais pas pensé, va m'apparaître comme une évidence et me sortir de l'impasse dans laquelle je suis enlisée. Alors, je fais une petite coche, j'ai fini le chapitre. J'espère que vous avez aimé. Cessez d'être passif. Mais pas n'importe comment. Sachez attendre. Je ne fais plus de bruit pour que vous puissiez profiter. Je ne sais pas du tout si vous entendrez l'océan. Les grillons se sont remis à chanter un peu plus loin. C'est un endroit très reposant. Je vais vous montrer la profondeur de la forêt quand même. Voilà, je vous remets vers l'océan. Alors, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je le redis encore une fois, si vous voulez recevoir des notifications quand je poste des vidéos, je vais vous faire plusieurs instants de lecture avec les livres de Fabrice Midal que j'aime beaucoup, donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et en principe, je dis bien en principe, vous recevrez une petite notification vous indiquant que j'ai posté une vidéo, ou quand vous vous abonnerez à d'autres chaînes YouTube, vous recevrez des notifications de la même manière. Je vous dis namasté, on va se dire
Un beau namasté là, en plein presque coucher de soleil. Je vous invite à méditer de la manière qui vous convient et à faire de la méditation active. Et comme il le cite dans son extrait, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, dans les médites actives, tout simplement en étant connecté à la nature, à l'écoute des bruits ambiants, en les accueillant d'ailleurs, sans les identifier forcément. C'est très 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 agréable la méditation, ça prend 15 minutes, ça vous recentre, ça retravaille vos énergies. Voilà, à très vite.